enregistre, si je comprends bien. Oui. Donc voilà. Donc l'idée de cette journée plastique, alors à cheval sur deux demi-journées, hein, pour essayer de capter le maximum de personnes. Donc merci à tous les gens, tous les collègues du collectif d'organisation qui m'ont aidé et surtout soutenu et poussé, motivé pour faire cette organisation de journée et puis faire qu'on puisse donner un petit peu la parole à tout le monde de l'IRD ou de la planète IRD plus générale, pour parler donc de cette thématique qui est émergente et qui, a priori, touche maintenant pratiquement, je pense, pas loin de toutes les unités en fait, du département Océan. Donc, les objectifs, hein, c'était vraiment de façon assez simple d'apprendre avant tout pour se connaître, je dirais presque se reconnaître en fait, hein, simplement savoir qui fait quoi un petit peu dans ce sujet-là. Évidemment, donc lié à ça, d'identifier les thématiques qui seront poursuivies, essentiellement en milieu marin, donc autour de la planète IRD et des chantiers au sud, comme je l'ai indiqué précédemment. D'identifier les gaps de la thématique, éventuellement des chantiers prioritaires si des gens veulent évoquer ce genre de sujet. Et puis, identifier les actions ou les compétences de tout à chacun, éventuellement, donc, comme avait proposé Vincent, par des classes de taille de plastique ou des compartiments environnementaux, savoir qu'on ne travaille pas tous dans le même milieu, enfin, dans la même, on dirait, dans la même région particulière de l'univers marin. On peut très bien, effectivement, apparaître dans les sédiments, dans l'eau, la colonne, la surface, et évidemment, tout ce qui est côte et puis le distinguo entre milieu marin et côtier. Donc voilà, offrir un panorama, donc c'est ce qu'on a essayé de faire en montant le programme, ce qui explique aussi pourquoi donc, les présentations sont volontairement relativement courtes. Et puis éventuellement, donc, pour ceux qui connaissent plus les outils, donc essayer de voir les outils structurants à l'IRD. Et puis au final, donc c'est un petit peu la logique de la thématique, je dirais quelque part, la racine même de la thématique, c'est de promouvoir l'interdisciplinarité. Donc, le format était autour de questions éventuellement ou de thèmes. Donc, on les avait listés ici, mais je pense qu'avant tout, tout le monde va se raccorder à ses propres travaux, ce qui est tout à fait logique dans l'idée qu'on cherche avant tout à se connaître et se reconnaître. Éventuellement, donc, définir un petit peu des choses et puis chacun pourra retrouver en fait ou se définir mieux à l'issue de cette journée. Pourquoi pas après, de façon plus interactive, remplir ce genre de documents et avoir une espèce de photographie complète de ce qui a pu être fait. Donc voilà, je ne vais pas insister plus longtemps, mis à part que je vais devoir être un petit peu sévère ou sérieux, en tout cas sur les horaires. Donc pour tous les gens qui vont présenter, à 9 minutes, j'indiquerai 1 minute. Et puis à 10 minutes, il faudra essayer vraiment de finir. Normalement, c'est 10 minutes par personne. Et de garder vos questions, soit pour le chat, si vous voulez, je pense qu'il y a moyen de l'enregistrer, soit pour les temps de parole qui sont prévus, qui seront modérés par des collègues que vous avez pu voir dans le programme. Donc, le programme, le voilà, remis à jour aujourd'hui. Donc, vous verrez qu'en fin de journée, il y a un petit bonus puisque j'ai un collectif d'étudiants qui travaillent à l'Université du Pacifique Sud sur des thématiques au Fidji qui m'ont envoyé une vidéo, qui aimeraient qu'on regarde cette vidéo pour nous indiquer en fait sur quel type de travail ils sont basés et puis le type de collaboration qu'ils aimeraient monter. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Et puis pour demain, donc il y a juste une petite arrivée de David Williamson sur 5 minutes. Il m'a promis qu'il ferait que 5 minutes donc sur un projet mais important puisque ça touche les mangroves en Afrique et que j'essaierai de modérer avec la session. Donc on devrait pouvoir l'insérer là. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'autres modifications du programme. Je pense que ça devrait être déjà dense pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc pour commencer la journée et avant d'attaquer dans 10 minutes, dans 20 minutes ou 10-12 minutes, en fait, ça dépendra de ce que Olivier nous dira. Donc on a demandé à Olivier Pringot, le nouveau responsable du département Océan, de nous faire une introduction générale. Et je vais de ce pas lui passer la main. Ouais, merci Christophe, merci à tous. En tous les cas, moi donc, comme on dit Christophe Olivier Pringot, nouveau directeur du département Océan à l'IRD, qui a pris la succession de Frédéric Ménard, que certains d'entre vous, j'imagine, connaissent aussi, qui lui a pris des fonctions auprès de la gouvernance en tant que conseiller outre-mer. L'idée, moi, de ma présentation, elle va être très très courte, hein, c'est parce que vous avez un programme extrêmement chargé et je pense qu'il ne faut pas qu'on prenne trop de retard. D'abord, c'est de féliciter le collectif parce que je pense qu'il y a un gros travail de sollicitation qui a été fait par Christophe, Émilie, Stéphanie, je ne vais pas tous les citer, mais pour aller chercher de l'information auprès de différents collègues, différentes UMR, surtout différents départements, et ça, j'y suis assez attaché parce que ce n'est pas qu'une problématique océan, vous en doutez bien.
Quand on s'adresse au plastique, il faut aller ça concerne les 5 départements scientifiques de l'IRD. Donc là, il y a eu ce gros travail de fait, même si on reste évidemment très branché océan, tout comme l'a dit Christophe, puisque c'est déjà le cadre un petit peu de la discussion. Le format est évidemment aussi associé au GDR Polymère Océan, qui existe depuis un certain temps et qui a vocation aussi à fédérer cette problématique. Et puis, vous dire que moi, en regardant le programme, j'étais quand même assez surpris de voir à quel point, à travers ce balayage, quasiment tous les écosystèmes marins de la planète sont représentés, ce qui montre bien que c'est une problématique qui prend toute son Coupez ampleur, vos micros, s'il vous plaît. Et qui donc nécessite de pouvoir partager des expériences, qu'elles soient au Vietnam, qu'elles soient en Polynésie ou qu'elles soient dans l'océan Indien. Après, là où je suis aussi extrêmement content, c'est que je vois qu'il y a vous abordez les 4 grandes problématiques quand on s'intéresse à la pollution, qui est de comprendre d'où ça vient, comprendre l'impact, comprendre les processus possibles de remédiation, et puis, à travers l'outil de la modélisation, d'avoir une vision un peu synoptique des choses, et pas forcément une vision uniquement synoptique autour du transport ou de la dégradation, mais d'avoir une vision synoptique qui puisse, pourquoi pas, intégrer les aspects de remédiation, les aspects de source avec des problématiques autour de la législation et autres. Donc, d'avoir ces quatre grands piliers lorsqu'on s'adresse à une pollution, qu'elle soit plastique ou autre, pour qu'on puisse l'aborder de manière la plus efficiente possible. Autre valeur ajoutée aussi de votre collectif, c'est que, vous le savez, il y a un certain nombre d'initiatives qui se mettent en place, notamment au sein de l'Union européenne. Il y a eu récemment un appel d'offres vraiment spécialement dédié sur les plastiques, qui a d'ailleurs mobilisé pas mal la planète IRD et un certain nombre de collègues qui sont ici présents, en espérant pouvoir décrocher la timbale au travers de ce projet européen, ce qui n'a pas été le cas malheureusement. Mais là, on s'inscrit dans un temps non programmatique, on va dire, hors pression budgétaire, et donc ou hors pression d'appel d'offres. Donc, ça laisse le temps de la réflexion, ça laisse le temps de bien se connaître, de faire cette fameuse cartographie dont Christophe a parlé, auquel le département océan sera extrêmement attaché, et pas que, j'insiste, pas que le département océan. C'est une problématique dont l'IRD s'intéresse beaucoup, c'est peut-être un peu fort de dire ça maintenant, mais en tous les cas, l'IRD s'intéresse depuis un certain temps, avec surtout l'intention de la porter avec une dimension intersectorielle, interdisciplinaire, comme vous essayez de le faire. Donc, encore bravo. Voilà. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, à part de nouveau féliciter l'équipe porteuse. Et je vais assister un petit peu cet après-midi. Je vous m'excuserai après, je serai obligé à d'autres choses, donc je serai obligé de vous quitter. Mais je ne manque pas d'avoir noté que c'est enregistré, donc je compte bien récupérer les enregistrements. Voilà, Christophe, j'en dis pas plus. Je te rends l'appareil. Ok, merci Olivier, merci pour cette introduction. Donc, pas mal de gens sont arrivés, sont connectés. Je rappelle qu'il faudrait penser à déconnecter vos micros tout de suite, bien que c'était bien d'avoir des bruits de jeunes enfants qui étaient derrière. Après, nous allons pouvoir commencer. Donc, normalement, on commençait la journée par les collègues qui sont au Brésil. Est-ce que Flavia est connectée? Il ne semblerait pas. On peut attendre encore une petite minute. Bonjour, c'est Arnaud. Je suis en train de voir avec elle, elle est en train de se connecter. Sinon, inverse et passe la deuxième présentation avant elle. Ok, on peut faire comme ça. Vincent, ça ne te pose pas de problème? Oui, très bien, on fait comme ça. Alors, écoute, à toi. Ok, alors j'essaie de partager ton écran. Alors oui, le temps que Vincent se connecte, j'en profite pour prévenir les autres. Donc, en général, le mieux, c'est d'ouvrir votre document sur l'ordinateur et du coup, de faire le partage d'écran quand vous aurez votre temps de parole. Et donc, je rappellerai à tous à 9 minutes qu'il reste 1 minute.
pour essayer vraiment de cadrer avec le temps. Vincent, c'est à toi. Alors voilà, je ne sais pas ce que vous voyez vraiment. On voit la slide avec les petites affichettes sur le côté. Ok, est-ce que là c'est plein écran? Non, là, on voit le côté mesure du temps du mode PowerPoint. À partir de là, tu dois pouvoir lancer le plein. Voilà. Ah non, tu es ressorti. Attends, je suis ressorti, je suis désolé, je me dépêche. Alors, recommençons. Voilà, c'est à peu près ce qui va nous arriver pendant l'après-midi et puis demain matin, c'est effectivement ce genre de choses. Voilà, ouais, je suis. Un petit peu de temps sur la connexion, mais c'est pas grave, ça fait un bon exemple. Donc, essayez de préparer vos documents avant. Alors, est-ce que là, vous voyez, donc pas en mode de présentation, j'imagine, mais On voit, moi, je vois, en tout cas, là quand tu passes sur ce mode-là, je vois le timing, en fait. le timing, d'accord. Bah, tu vois, on voit la diapo suivante. Ouais, Voilà, là, Vincent, reste comme ça. Ne passe pas en mode, ne passe pas en mode diaporama, c'est pas la peine. on voit très bien. On va très bien comme ça. Attendez, comme ça, c'est peut-être que ça fonctionne là, non? Ah, c'est bon, là. Ok, Ouais. très bien. Allez. 10 minutes, c'est parti. Alors, moi, je suis Vincent Fauvel. J'ai été recruté l'année dernière par l'IRD comme chargé de recherche. Et donc, je présente aujourd'hui une partie. C'est toujours un peu compliqué parce que, comme Christophe, tu le disais, il y a beaucoup d'activités qui se mènent en parallèle, mais au MIO, c'est le cas également. Donc, je vais présenter une partie des travaux menés au MIO sur les plastiques. Avec, vous voyez ici les noms des personnes qui sont impliquées, et donc une autre partie aussi, notamment avec Christelle, Olivier et Émilie, qui seront présentées par ailleurs, donc entre aujourd'hui et demain. Voilà, donc bon à savoir, ici au MIO, on a deux pôles, un pôle à Lumini et un pôle à Toulon, donc avec des activités plastiques un petit peu différentes aussi. Alors, je passe aux chantiers et zones d'études. Donc, j'ai essayé d'être très concis, hein, mais donc pour la partie française, on s'intéresse à la rade de Marseille, évidemment, à la rade de Toulon aussi, au delta du Rhône, puisque c'est un fleuve très important pour la Méditerranée, et également deux sites profonds, un au large de Toulon et un autre qui est en Sicile. Donc, on entend par profond entre 2000 et 3500 mètres de mémoire, l'un et l'autre. Et ensuite, pour les aspects sud, donc il y a une collaboration qui est en place avec le Brésil, avec Flavia, et donc Arnaud Bertrand qui va présenter ensuite. Une collaboration aussi au Chili, une autre en Tunisie, et également une collaboration de plus en plus forte vers le Vietnam. Donc ça, Émilie pourra vous en parler plus en détail. Donc ici, je vous montre les personnes impliquées, principalement. Flavia Lucena pour la partie brésilienne, Julieta Orlando et Léa Cabrol qui est connectée pour la partie chilienne, l'INSTM avec Chérif Samari pour les aspects tunisiens, et l'université d'Ho Chi Minh City et de Hanoï pour la partie vietnamienne. Donc en plus de ça, évidemment, en plus des travaux sur le terrain, on mène à la marge des activités en laboratoire, enfin des microcosmes, notamment en conditions hyperbares et reproduction des conditions sédimentaires, donc en laboratoire. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. On a essuyé pas mal de problèmes de ce côté-là. Voilà, production et également dégradation accélérée de microplastiques, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Et donc ça se fait notamment via des projets européens, GPI, avec d'autres partenaires. Ensuite, sur les compartiments d'intérêt et le sampling, donc on a beaucoup de compartiments abiotiques, mais aussi des biotiques. On s'intéresse donc à l'atmosphère, pardon, à l'eau de mer en surface, à l'eau de mer profonde, à l'eau fluviale, avec le Rhône, mais aussi au Vietnam d'autres grands fleuves, le sédiment, et également les plages qui sont impactées par le guano de Manchot, donc avec le Chili principalement, quelque chose qui débute. Pour les aspects biotiques, on a le biofilm avec les collègues toulonnais notamment, qui travaillent beaucoup sur le biofilm et l'accumulation d'additifs dans le biofilm.
des crustacés, le zooplancton et les poissons. Et donc, on voit ici les différents outils d'échantillonnage assez standards, Multinet, Filementa, Ben Van Veen et Air Sampler, High Volume Air Sampler. Vincent, fais défiler tes diapos parce que on les voit plus, c'est Ah, scotché. vous en êtes où au compartiment d'intérêt et sampling, c'est ça? Eh ben non, chantier et zone d'étude. Ah mince. Ok, donc je vais arrêter le partage, excusez-moi, pour le repartager à nouveau. Je vais rester en mode normal, je pense, ce sera plus simple. Oui, c'est ça, on voit très bien. Voilà, ouais, ce sera très bien comme ça. Donc voilà, ça c'était pour la partie compartiment d'intérêt et sampling. Merci en tout cas pour, pour l'intervention. Donc abiotique et les différents compartiments qui nous intéressent au MIO et dans les différents chantiers. Vous ne voyez pas de partage, non? C'est ça? C'est noir, ouais, Noir. écran noir. Alors, on va recommencer. Bon, je n'arrive malheureusement pas à partager l'écran. Je vais devoir fermer, réouvrir. Alors, je vais avoir besoin de votre retour encore une fois. Est-ce que... Voilà, donc là, c'est affiché. Très bien, on voit. Ok, merci. Désolé, donc j'en étais où? Voilà, donc les compartiments d'intérêt sampling, donc comme on l'a dit, c'est important de définir quels compartiments sont d'intérêt pour chaque équipe. Donc voilà un petit peu le panel qu'on fait au MIO. Ensuite, pour les classes de taille et outils analytiques, donc ça c'est quelque chose aussi d'assez important. Parce que personne ne s'intéresse véritablement aux mêmes classes de taille, et c'est assez compliqué de le définir en général. Donc ici, on voit une échelle de taille en mètres, donc depuis l'échelle moléculaire jusqu'à l'échelle microplastique. Et donc, nous, au MIO, on s'intéresse principalement aux microplastiques avec des techniques analytiques de type LDIR, donc qui correspond plus ou moins à un micro-FTIR, mais avec des analyses automatisées. Donc ça, c'est un outil qui est en train d'être développé. Enfin, les méthodes sont en train d'être développées, mises en place. Et donc, on espère avoir des résultats plus facilement, de manière plus reproductible avec ce type d'instrumentation qui provient de chez Agilent. Et également, microscope confocal, donc pour la partie toulonnaise, qui permet de discriminer par couche, par exemple, le biofilm et les plastiques. Ensuite, une autre classe de taille qui est importante, c'est la taille moléculaire pour pouvoir analyser à la fois les oligomères, mais aussi les additifs. Et donc ça se fait pour les organiques par LC et GCMS, plus ou moins haute résolution en fonction des méthodes, et également par ICP-MS. Ensuite, pour les thématiques, donc les grandes questions qui nous intéressent, premièrement, c'est la libération des additifs depuis les plastiques vers l'environnement, donc tous les compartiments dont on parlait précédemment. Également, le transfert trophique des additifs, mais également des microplastiques. Un gros volet aussi concerne le transfert continent-océan. Et donc pour les Toulonnais, eux, ils se focalisent beaucoup en ce moment sur la bioaccumulation des additifs métalliques dans le biofilm, et également sur la dynamique des microplastiques dans un système esturien donné, et également le devenir des microplastiques en zone portuaire, notamment en Méditerranée. Voilà, donc pour terminer, les principaux supports qu'on a actuellement sur cette thématique plastique, donc pour toutes les personnes impliquées. Donc ça va de petits projets qui sont assez fédérateurs
qui font office de starter, comme des projets Action Sud, par exemple, avec le Chili ou le Vietnam, et des projets plus gros de type européen, GPI Oceans notamment, donc 2 projets GPI Oceans. Pour les structures IRD auxquelles on est rattaché pour ces activités-là, il y a la JEI Plastique au Vietnam, le LMI Lotus au Vietnam aussi, le LMI Tapioca au Brésil, et donc le PSIP Géode, dont Olivier en parlait tout à l'heure, mais la communauté de savoir actuellement. Enfin, ça a changé de nom récemment, a priori. Et on va avoir aussi une campagne océanographique pour l'année prochaine, a priori, mission IRD Plumes, donc où on va s'intéresser à aller sur les plumes du Mékong et du Fleuve Rouge, donc en 2022. Et je vous remercie de votre attention et désolé pour les couacs de partage. Ok, merci Vincent. Donc, c'est le début, donc il faut qu'on se rôde un peu. Donc, si Flavia est prête, on va passer directement à son exposé. Donc, elle doit pouvoir partager son écran maintenant. Oui, bonjour, désolé pour le retard. J'ai eu des problèmes de connexion, mais je suis là. Alors voilà, donc c'est à toi. Tu peux lancer ta présentation. Oui. Non, ah voilà. Parfait. C'est bon, vous voyez? Oui. Ok. Allons-y. Ok, merci, bonjour. Je m'appelle Flávia. Je suis professeur à l'Université Federal Rural de Pernambuco, à Recife, au Brasil. Et merci pour l'invitation. Et maintenant, je vous présente qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de LMI Tapioca et des autres projets qui sont les projets associés avec les tapioca. Donc, maintenant, c'est un peu notre groupe, mais on a beaucoup de techniciens et d'étudiants. Et c'est moi et Thierry qui coordonnent les laboratoires de bioimpact. Et on a le professeur Michel Mincaroni, je pense qu'il est là, il est taxonomiste, il est da Federal do Rio de Janeiro, et les 2 personnes qui travaillent surtout avec les plastiques, c'est Anne, qui est un doctorant, et Guilherme, qui est notre postdoc. Et là, au milieu, comme Vincent a déjà parlé, on a Véronique et le Vincent, qui aussi, on commence cette coopération avec l'Université de Toulon et le MIO. Donc, là, je vous présente un peu les áreas qui on travaille et les projets qui sont associés. Donc, on a dans l'área de l'Amazonie, on a le Amazon Mix, que c'est l'área qui couvre l'área côtière de l'Amazonie. On a le projet Abraços, que c'est le projet qui c'est dans le nord-est du Brasil. C'est coordonné par Arnaud, que c'est le coordenateur do LMI Tapioca aussi. E travaille aussi dans une échelle un peu menor, que c'est les échelles estuarianas. Et là, on a un des estuaires, que c'est l'estuaire de Itapsuma, l'estuaire do noroeste do Brasil, a Pernambuco. E aussi, on fait partie de JPI Océan, e c'est un peu de projet qui ajuda tous ces projets associés aussi, particulièrement dans le cadre de plastique. Donc, si on regarde un peu l'échelle spatiale, on a les régions estuarianas, que là, vous voyez qu'il y a les projets qui sont financés aussi pour le CNPq, qui c'est brésilien. On a aussi, qu'on va parler bientôt, qu'on a des mammals qui sont incorporés dans notre groupe aussi. Là, il y a les 3 espèces de poissons estuarianas. Et la région côtière, on a beaucoup d'espèces qui ont été collectées pour le projet Abraços et qui sont espèces qui ont des valeurs commerciales ou des valeurs écologiques très importants. Et pour compléter, on a des espèces de thons qui sont collectées sur la région océanique, qui sont des thons majeurs ou des petits thons aussi.
sur la région mésopélagique, qui aussi c'était collecté dans le cadre des projets Abraços et qui va être collecté dans le cadre de Amazon Mix. On a les espèces de mésopélagiques, pas que les poissons, mais aussi les crustaceans et les céphalopodes. Donc là, on peut résumer les taxons qu'on a analysés, qu'on est en train d'analyser. On a les poissons estuarianos, ce sont des poissons qui sont importants régionalement pour le nord-est. On a des poissons côtiers et on a des poissons océaniques, mais de thon et les mésopélagiques. En termes d'infraestrutura, grâce au Tapioca, on a un laboratoire à Universidade Federal Rural de Pernambuco, que nos permet de faire ce pré-processamento des échantillons de contenu estomacal, que c'est ça qu'on évalue, de contenu estomacal de poissons de céphalopodes. Donc, maintenant, on a essa estrutura pour tout faire, pour préparer l'échantillon, pour amener en France pour faire les analyses de polymères. Donc, on fait tout à Recife. Et quelles sont les questions qu'on voudrait répondre? La question est la contamination par les microplastiques dans les ictiofauna de l'Atlântico Sud. Elle varie selon l'environnement et les habitudes écologiques. Donc, on a les trois échelles et on a aussi une façon de regarder l'écologie, c'est-à-dire les habitudes alimentaires, de distribuição de la coluna d'eau, parce qu'on a toute essa variação de la coluna, e aussi les habitudes migratoires. Une autre chose qu'on a développé aussi, c'est un protocole de contrôle de qualité et de digestion. Donc, on a développé ça pendant un an. Comment on fait pour faire la digestion des estomacs? Comme ça, on a garanti qu'on a toutes les tailles de poissons. On fait une procédure en blanc pour éviter la contamination ou pour savoir s'il y avait quelques parties qui sont contaminées. Et après tout ça, on finit pour avoir les filtres dans les plaques et pour envoyer à Marseille. Les échantillons là, ils ont beaucoup avec Véronique et Vincent. C'était aussi quelque chose qu'il faudrait bien développer parce qu'on ne pouvait pas bouger les échantillons dans les filtres parce qu'ils sont très, très petits. Et là, apparemment, ça a été très bien, ça arrivait avec bien approprié pour être analysé. Donc, là, on est dans la phase de tester le protocole d'évaluation des polymères de ce groupe. Donc, là, c'est le protocole de contrôle. On a quelques images de types qu'on a. On a des fragments, on a des pellets, on a les filaments. Et ça, c'est les quelques petits résultats qu'on a maintenant. Donc, ce premier graphique-là, à gauche, à ma gauche, c'est le résultat de trois espèces de poissons estuariens. Donc, on a un niveau de contamination très haut, surtout pour les hauts niveaux trophiques. Les plus les niveaux trophiques, les plus de contamination qu'on a. Donc, ce papier il est en évaluation maintenant pour un journal scientifique. Pour les côtés des thons, on a des différences, pas que pour les thons, mais aussi si les thons ont été collectés sur les îles de Fernando de Noronha, qui c'est une île océanique qu'on a ici, mais qu'il y a une population, il y a une pêche, ou sur la partie océanique de la zone économique exclusive. Donc, on n'a pas trouvé beaucoup de plastique encore, surtout si c'est la zone économique exclusive. Là, c'est quelques images. Et une deuxième question qu'on a aussi de la partie de microplásticos, c'est spécifiquement pour les mésopélagiques. Là, on voudrait savoir les variabilités temporales de la gestion des microplastiques, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un changement sur l'échelle temporale dans les 40 dernières années? Donc, on a cet échantillon depuis les années avant les années 80. Aussi, on a large distribution, donc on a les échantillons da région do Nordeste jusqu'à la région do Sul do Brasil, donc c'est une área géographique bien large. E aussi, uma cobertura taxonômica
de beaucoup d'espèces, surtout des myctophides, mais il y a des autres aussi. Donc là, toutes les espèces sont disponibles dans les collections et on commence déjà à évaluer, pas que sur l'escala spatiale, mais aussi sur l'échelle temporale. Et aussi des petits résultats, que c'est un peu choquant pour nous, c'est que les poissons des compartiments mésopélagiques, ils ont beaucoup de plastique déjà, donc vous voyez qu'il y a des espèces qui, dans tous les échantillons, on a trouvé des poissons, c'est des myctophides ou des sternopictides, qui sont des deux familles, qu'il y a plus d'espèces, aussi plus de biomasse de mésopélagiques, mais aussi sur les céphalopodes et sur les décapodes. Donc, on a beaucoup d'évidence que les compartiments mésopélagiques aussi gardent beaucoup de plastique. Et encore, ces plastiques sont en France pour être évalués au niveau des polymères. Et maintenant, on a des coopérations récentes qu'on commence à travailler. On a avec les angiopermes marins, avec une professeure de ma université qui s'appelle Karine Magalhães, qui est dans un groupe de pós-graduation en biodiversité, et aussi avec une ONG, organisation non gouvernementale, qui il vient de se ajouter avec notre groupe. Elle s'appelle Letícia Gonçalves, qui est une étudiante de master, qui on a déjà évalué les quantités de plastique sur les mammifères marins, les lamatins et les dauphins. Donc là, c'est déjà un cours, surtout les mammifères qui ça déjà commencé, et les angiopermes, on est en train de commencer. Merci. C'est ça. Parfait. Parfait, parfait. Donc, on peut enchaîner tranquillement. Super. Merci pour le super respect du temps. Est-ce que tu peux enlever ton partage d'écran? Oui. Oui. Un moment. OK. Voilà, merci beaucoup. Merci pour vous aussi. Et après, donc c'était Boris qui devait se connecter. Boris, tu es connecté? J'entends pas Boris, mais je vois c'est Oui. transparent. Ah, voilà. Est-ce que vous voyez mon transparent? Oui, tout à fait. C'est pour toi. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Christophe et aux organisateurs pour ce forum là de discussion, c'est très intéressant. Donc moi, je vais vous présenter en fait des activités plutôt sur les aspects de connectivité. Donc ce ne sont pas des projets qui étaient spécifiquement orientés sur l'étude des plastiques, mais on est extrêmement sollicité par les partenaires pour appréhender ces problématiques-là. Donc, c'est des choses qui sont en train d'évoluer, qui sont intéressantes parce que ça permet de coupler des études physiques, biochimiques et aussi écologiques. Donc ça, c'est des choses qui peuvent aider à soutenir les projets. Donc, le chantier, c'est celui du Pacifique Sud-Est. Les partenaires chiliens sont très intéressés de mieux comprendre la vulnérabilité des îles du Pacifique Sud-Est, donc l'île de Pâques ici, l'île de Desventuradas et là l'île Juan Fernandez. Et donc il y a aussi toute la chaîne de monts sous-marins ici, avec une chaîne de monts sous-marins qui remonte jusqu'à 100-200 mètres par rapport à la surface, et qui sont aussi sous la menace de cette contamination. Donc toutes les espèces benthiques ici aussi souffrent de cette contamination. Donc ces projets en fait sont nés récemment, mais elles avaient un cadre. Alors le projet chilien national, c'est le progrès de plusieurs universités, ce projet ESMOI, donc qui s'intéresse plutôt à l'écologie et au système socio-culturel en fait autour de ces îles. Et donc, nous, on mène des activités de modélisation physique et biochimique dans la région depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et donc, on a été sollicité dans ce cadre-là. Et on collabore, bien sûr, sur ces projets-là avec Mercator Océan, qui lui-même développe des activités sur cette thématique, qui aussi est un partenaire clé pour les projets régionaux de modélisation. Donc là, je voulais vous montrer la zone. Donc, on a la zone de convergence ici. Là, on trouvait l'accumulation plastique. Et ce qui était assez marrant, en fait, ce que nous ont demandé les partenaires, c'est de mieux comprendre
la contamination en particulier sur l'île de Pâques. Donc, se pose la question de l'interprétation en fait, des débris, qui sont de plusieurs natures. Et on a été sollicité dans ce cadre-là. Est-ce que vous voyez le deuxième slide là? Oui. Donc, on a été sollicité pour faire un exercice de modélisation, puisqu'en fait, ils nous demandaient d'interpréter les types de plastique qu'ils trouvaient à l'île de Pâques. Et en particulier, ils trouvaient des caisses, des grosses caisses qui sont utilisées sur les pêcheries industrielles. Et donc, on a été faire cet exercice basé sur des simulations globales, ou un 12e. On est allé voir si les zones d'efforts de pêche, donc là, vous avez en A des zones des efforts de pêche intenses ici ou au large du Pérou, si elles étaient des sources importantes de plastique en comparaison avec la côte du Chili. Et donc, il se trouve en fait que effectivement, il y a des connectivités qui sont assez courtes. Donc là, on ne s'intéresse pas à des échelles de temps longues, c'est vraiment des échelles de temps à 2 ans. Donc, depuis la côte péruvienne ici, mais surtout aussi depuis la côte chilienne. Et ce qui était marrant dans ce résultat-là, c'est qu'en fait, la zone métropolitaine de Santiago est finalement la source de contamination vers l'île de Pâques la plus importante, alors même que justement, le Chili, au niveau national, a des politiques pour justement préserver ces îles et donc étudier les aspects culturels associés aux populations qui s'y trouvent. Donc, c'est un résultat qui a eu un impact important puisqu'il montre que finalement, le continent contamine sur des échelles de 1 à 2 ans directement l'île de Pâques. Donc, ça, c'est pour vous illustrer un peu le type d'études sur lesquelles on est amené à faire. Et bien sûr, se pose la question de l'évaluation de ces produits-là parce que finalement, ce genre d'études se fait à partir de modèles globaux qui restent à basse résolution et qui ont encore des biais. Donc, se pose la question dans notre communauté modèle de comment valoriser des simulations plus haute résolution qui sont faites donc, dans le cadre de différents projets pour appréhender ces problèmes de connectivité, puisque lorsqu'on augmente la résolution, on augmente en fait, on change un peu les temps de transfert de particules, et en particulier les échanges côtes larges. Et donc ça, c'est une thématique importante et qui nous intéresse parce que ça se connecte aussi au processus physique. Donc là, simplement pour vous illustrer un peu tous les projets de modélisation qui sont en cours, alors pas dans le cadre plastique, mais dans un cadre plus océanographie physique et biogéochimie. Mais justement, on se pose la question de comment valoriser tout ce travail pour faire des études de connectivité, améliorer un peu notre connaissance de ce qui se passe sous la surface, parce qu'en fait, ces exercices-là sont souvent faits sur l'horizontale en 2D, et il se trouve que, bien sûr, il y a des flux verticaux assez importants qu'on aimerait bien comprendre, parce qu'ils permettent aussi de mieux comprendre la qualité du plastique, mais aussi les effets de couplage avec la biologie sur le plastique, les effets de biofouling. Oui, justement, je vous mentionne ça parce que dans le cadre de ce projet-là, donc il y a des efforts d'observation assez forts qui sont faits. Donc, les partenaires ont des ROV qui permettent d'aller voir au niveau de ce qui se passe au niveau des fonds sous-marins sur les monts les plus hauts. Et on voit déjà, enfin, ils observent déjà des déchets plastiques dans ces régions-là. Donc voilà, donc là, je voulais conclure pour donner un peu le cadre des discussions auxquelles on serait intéressé. Donc, nous, c'est un peu venir en soutien, notre objectif, c'est de venir en soutien des programmes d'observation des partenaires, parce qu'en fait, les partenaires ont mis des programmes d'observation du plastique au Chili, en tout cas déjà au moins depuis 10 ans. Donc, il y a des observateurs et des gens qui sont formés pour aller générer de la donnée. Et bien sûr, vous devez savoir qu'au niveau international, il y a aussi cette réflexion pour intégrer justement la donnée plastique comme donnée essentielle dans le cadre des EOV, donc Essential Oceanic Variables. Donc ça, c'est une réflexion aussi qui existe au niveau international, et nous, on peut s'inscrire là-dedans et s'appuyant justement sur ce partenariat. Alors, au niveau des projets de modélisation, ils s'orientent justement vers la problématique plastique. Pour l'instant, c'est beaucoup financé par les partenaires. Donc, ici, le projet ESMO et le projet CLAP qui sont financés par l'ANID, qui est l'ANR chilienne.
Et donc là, on réfléchit à comment valoriser des simulations haute résolution parce qu'on ne peut pas appréhender les grands domaines. Et généralement, ces exercices-là sont faits avec des simulations globales qui n'ont pas encore la résolution suffisante. Donc, il y a toute une dynamique sur comprendre la sensibilité des patterns de connectivité à la résolution des modèles, l'estimation des flux verticaux, justement, qui se connectent aussi avec la physique des modèles, et le couplage avec la biologie, puisqu'on fait tourner des modèles biochimiques qui peuvent être utilisés aussi dans ce cadre-là. Et je voulais mentionner ici que, en fait, il y a un partenariat fort avec Mercator, je pense, qui peut être développé, qui doit se développer, en particulier pour générer des réanalyses régionales, donc qui permettent d'avoir des résolutions intéressantes pour aller voir, pour se rapprocher de la côte. Donc nous, dans le cadre justement de la collaboration avec le Chili, il y a ce projet qui vient de démarrer de développement d'une réanalyse océanique régionale pour le Pacifique Sud-Est, donc des domaines assez larges. Donc l'emprise sud, on n'est pas encore fixé, donc elle pourrait s'étendre en fonction des projets qu'il y a. Et donc voilà, je terminerai là. Super, merci Boris, impeccable. Alors du coup, oui, il faut que tu arrêtes ton partage, voilà. Alors a priori c'est moi. Voilà. Est-ce que c'est bon? Très bien. Ok, bonjour. Donc voilà, moi je vais vous parler des activités au LOPS et en plus ça va très bien se goupiller avec ce que vient de présenter Boris puisqu'on est des océanographes physiciens aussi, donc on est un petit peu sur le même type d'outils et le même type de questions. Il y a tout un groupe au LOPS maintenant qui s'intéresse à cette thématique des plastiques et puis de la connectivité effectivement dans l'océan. J'en ai listé un paquet ici avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant, pratiquement depuis mon arrivée à Brest. Mais il y a aussi, en fait, depuis peu, j'ai appris qu'il y a des collègues qui travaillent sur les chantiers méditerranéens. Donc voilà, il y a aussi des gens qui travaillent sur les chantiers méditerranéens au LOPS. Alors, notre approche, elle est basée exactement un petit peu de la même façon de ce qui vient de vous être présenté. Donc, c'est surtout des techniques lagrangiennes sur des particules, on va dire, numériques ou fictives, hein, qui sont essentiellement neutres pour le moment. Donc, dans des modèles à différentes résolutions, on a plusieurs fois travaillé avec du global, donc typiquement au quart de degré, au 12e, avec ce même genre de produit de type préanalyse. Et puis, on commence à attaquer des plus hautes résolutions, et notamment d'ailleurs, effectivement, de la même façon aussi, plutôt en régional, donc de l'ordre du kilomètre, voire peut-être qu'on descendra jusqu'à 150-200 mètres sur certains estuaires, avec des projets, par exemple, en Indonésie. Donc, c'est surtout sur ça que je vais présenter aujourd'hui des choses. Mais sachez qu'il y a un deuxième un deuxième pilier complémentaire, je dirais, qui est plutôt associé à la collecte d'observation, donc avec plutôt des projets, un mini-projet par exemple de suivi, de développement de capteurs et sur une plateforme de type voilier de course, donc qui avait été Fabrice Amadeo, mais qui malheureusement n'a pas pu boucler son tour du monde dans le Vendée Globe. Donc on a quand même des données a priori sur la descente et la remontée de l'Atlantique. C'est assez intéressant. Il y a des bouées de type CLS aussi qui sont développées sur un projet en Indonésie. Et puis, on commence à développer des interactions fortes avec une ONG qui s'appelle The Sea Cleaners. D'un point de vue thématique, c'est essentiellement sur 3 thèmes ou 3 piliers qu'on a travaillé. Donc, de travail vraiment proche de ce qu'on peut faire en océanographie physique, basé sur la dispersion physique du matériel flottant, donc effectivement la plupart du temps en surface. Après, on a commencé à s'intéresser à ces aspects de connectivité. Et puis, on va de plus en plus, et notamment vers un nouveau pilier, donc d'une espèce d'approche cycle de vie des plastiques, donc d'avoir peut-être un modèle à terme de cycle de vie d'un plastique. Pour vous illustrer, voilà par exemple la dispersion physique, hein, il y a beaucoup de gens de différentes communautés. Donc voilà en fait ce qui pourrait en fait s'apparenter à l'ensemble des processus qu'on aurait besoin de connaître, hein, donc l'environnement, les forçages environnementaux qui vont effectivement induire une réponse de l'océan et qui vont avoir des conséquences sur la réponse de dérive, donc de n'importe quel objet que vous mettrez à la surface en flottant. Donc essentiellement, les gens prennent des courants, mais on s'est aperçu par exemple que l'effet de drift, l'effet de dérive de Stokes, la Stoke drift, comme on dit en anglais, est assez important et notamment peut avoir des conséquences pas seulement à petite échelle. Hein, donc la dérive de Stokes, ça vient d'un processus lié aux vagues, à la non-linéarité des vagues,
Mais en fait, on pourrait imaginer que c'est un processus de très petite échelle, mais ça a des conséquences puisque les techniques lagrangiennes vont intégrer cet effet au fur et à mesure du temps. Et vous voyez sur la figure plutôt à droite, donc la zone de convergence de l'Indien Sud, par exemple, est particulièrement sensible à ce paramètre. On est tout à fait capable de déplacer le centre de masse de l'accumulation de plusieurs milliers de kilomètres. Donc, il y a une partie de tous ces processus qui ont été reviewés récemment donc, par Eric Van Civil dans un papier donc, qui est disponible depuis l'année dernière donc, dans l'ERL. Sur la connectivité, en fait, de plus en plus, on s'intéressait donc à ces aspects donc à l'échelle globale, et ça nous a posé tout de suite le problème de savoir en fait comment on définissait les scénarios et les sources. Ce que je vous ai montré avant, par exemple, c'était un scénario qu'on appelle nous académique, c'est-à-dire très simple, où on met une particule partout à la surface de l'océan, ce qui évidemment est très très loin des sources d'origine du plastique aujourd'hui telles qu'on les suspecte, puisqu'on ne les connaît pas très très bien. Et notamment des principales caractéristiques que vont avoir ces sources, que ce soit donc du côté des rivières. Là, vous avez l'estimation donc à droite qui vient du papier de Le Breton, et à gauche, vous avez en fait un papier plutôt de Eric Van Civil qui prenait la densité de population de la bande côtière, donc à peu près les 50 ou les 150 premiers kilomètres de la bande côtière, et puis donc cette répartition le long de la côte. Donc ça, je vous invite à aller voir ce travail en fait qui a fait récemment, qui a été publié au mois de janvier par Fanny Chenilla, qui était en postdoc ici avec nous au LOPS, et qui d'ailleurs espère bien continuer sur cette thématique puisqu'elle développe un projet pour le concours IRD donc dans le golfe de Guinée. Voilà, par exemple, ces résultats. Donc, le résultat phare, je vais aller directement à ça, c'est de voir qu'entre ce qu'on est capable en fait de mettre dans les océans, donc dans ces zones de convergence que vous voyez apparaître, les 5 zones là qu'on connaît bien, en fonction du scénario que vous allez prendre, que ce soit rivière ou Van Civil, la population, en fait, on s'aperçoit que la proportion de ce qui va être resté dans l'océan et de ce qui va s'approcher de la plage, des plages du milieu côtier, en fait, de la côte, donc définie par un critère numérique ici, donc souvent de connexion très proche avec le point terre dans le modèle, en fait, est assez différente. Vous passez dans des proportions, vous voyez, de 30 à 70 à pratiquement 50% des particules qui sont capables d'aller vers les côtes, tout autant que celles qui resteront dans les océans. Et on voit aussi, pour vous donner un ordre de grandeur justement de cette connectivité à l'échelle globale, vous avez 15% des particules qui flottent à la surface, qui sont capables de parcourir de très longues distances, typiquement plus de 8000 km. Donc vraiment de connecter à l'échelle des bassins océaniques. Et en fait, donc, cette approche globale, on s'est aperçu qu'elle avait effectivement ses limites et que souvent, donc, on pense, comme le disaient les Anglais, think globally but act locally. Donc, il faut agir en fait aussi plus régionalement. Et donc là, on a commencé à regarder ce qu'on pouvait faire avec des modèles plus régionaux, en tout cas des zooms. Et là, c'est un projet qui a été financé par l'AFD, l'Agence française de développement, donc pour aider et puis comprendre, donc de faire du monitoring et du modeling en fait de la dispersion de ces débris océaniques dans les mers indonésiennes. Et vous voyez ici, on va prendre un scénario. Donc maintenant, on a en fait une procédure assez simple. Donc il nous faut un scénario qui va être basé sur les flux des rivières principales qui arrivent donc à l'océan, et puis la densité de population. Et là, vous avez un exemple de ce que ça peut donner sur les principales embouchures des rivières sur l'île de Java, avec effectivement les très fortes densités de population et les différentes villes autour. À partir de là, donc, on utilise une composition de courants et de physique, une certaine physique des courants, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, typiquement, on prend des courants océaniques associés avec la dérive de Stokes et puis l'effet de marée. On calcule les trajectoires qui sont en fait qu'on voit un petit peu là sur la droite. Et à partir de ces trajectoires, donc l'avantage des modèles, c'est qu'on est capable de générer un certain nombre, donc plutôt de l'ordre de 2 millions de particules. On va regarder un petit peu et puis commencer à les classer. Dans le cas de l'Indonésie, vous voyez, à 10% de ces 2 millions de particules qui restent en mer à la fin de la simulation des 4 ans, par exemple ici. Et c'est ce que vous montre la carte avec le champ en vert, là, les concentrations en vert, donc avec des concentrations qui se répartissent évidemment de façon non uniforme dans les mers indonésiennes, suivant les endroits d'émission. Il y a à peu près 30% de ces particules qui quittent le domaine régional. Donc ça, c'est effectivement, il y a des frontières ouvertes, donc les particules sont capables de quitter le domaine de calcul. Et surtout, on voit que 60% restent connectés au niveau des plages, donc avec ce critère donc très proche des points terre, et ils restent pendant souvent assez longtemps. Donc, on définit notre critère à ce moment-là d'échouage, en fait, en quelque sorte. Et on peut voir que quand on fait des stats un petit peu sur ces 60%,
on voit que 90% de ces particules restent sur les côtes indonésiennes, sont plutôt localisées assez proches des embouchures des rivières, donc ce n'est pas forcément étonnant, mais au moins ça permet de voir qu'il y a plus des 3/4. Et souvent, ils vont mettre moins de 6 mois pour arriver, plus de 84%, vous voyez, des particules ont mis moins de 6 mois pour arriver à ces positions et souvent donc en rester à peu près bloqués à ces niveaux-là. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut développer avec les échelles régionales. Et à partir de là, donc on a mis en place en fait un redécoupage de la région d'intérêt pour faire un atlas régional des échouages qui permet effectivement d'avoir pour une région donnée, donc là de nouveau l'exemple de la partie nord de l'île de Java, donc avec les principales embouchures qui sont données en disque, la répartition spatiale des principaux particules, et puis après vous avez les time series, donc l'espèce de barre colorée, qui donne non seulement la proportion de particules qui arrivent en fonction du temps, mais aussi en fonction de la rivière que vous pouvez considérer, puisque en fait toute l'histoire de ces particules est conservée de façon numérique. Donc on est capable de dresser des atlas. Le dernier pilier sur lequel on est en train de développer des actions au LOPS, c'est de l'arrivée en fait de Camille Richon en postdoc, ISBLUE, chez nous, qui va travailler sur une approche cycle de vie des plastiques. Donc sa thématique principale, ça va être de regarder si le microplastique en particulier est une menace pour le zooplancton à l'échelle globale et quels sont les effets de cette interaction, donc microplastique, zooplancton à l'échelle globale, à partir d'outils numériques avec des modèles biogéochimiques, donc le modèle biogéochimique PISCES, dans lequel en fait on va adosser une espèce de composante supplémentaire, donc qui va devoir en fait prendre en compte l'évolution des microplastiques dans l'océan. Donc de nouveau depuis les zones sources, les fleuves, les côtes, les aérosols éventuellement. Et puis donc comment il va rentrer dans la chaîne trophique, dans le niveau zooplancton, et donc définir éventuellement comment il sera exporté vers le fond de l'océan, et donc avoir une équation de plus de ce modèle-là. L'idée étant d'identifier les régions les plus vulnérables donc à la contamination par le microplastique et de quantifier cette problématique de l'ingestion des microplastiques par le zooplancton. Donc avec une combinaison de nouveau de type modèle eulerien et lagrangienne, donc les deux aspects, et éventuellement donc, pour travailler sur ces régions vulnérables dans lesquelles on aura notamment logiquement un fort ratio entre les microplastiques et le zooplancton. Donc voilà, et du coup, je simplement ici remis en fait les principaux points de ce qui pourrait correspondre à notre expertise scientifique. Et du coup, je vais passer la main à Vincent pour essayer de manager un petit peu les questions que tout le monde peut avoir. Oui, et on est en avance. Hein. C'est très bien. Ça peut laisser un tout petit peu plus de temps. Oui. Donc, oui, on peut peut-être... c'est vrai que ça fait un peu rapide là. Il y a eu quelques présentations. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions Olivier. Ouais, Vincent, c'est Olivier. Ouais. Ouais, je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir cette fameuse cartographie dont vous parliez, qu'elle puisse être le plus possible partagée et vous mettre un peu d'accord sur une sorte de référentiel qui pourrait être commun aussi. Alors, pour que notamment, si l'idée étant quand même d'identifier les trous dans la raquette et les complémentarités, ça pourrait être une bonne approche. Je soumets ça à votre approbation, mais nous, on essaie de bosser à l'IRD autour du référentiel ERC, que vous connaissez peut-être, qui a au moins le mérite de voir un petit peu le qui fait quoi selon des thématiques assez classiques et qui seront celles qui peuvent être retrouvées après, notamment dans des appels d'offres type européen. Quoi. Ah oui, d'accord, ok. Par exemple. Voilà. Ok, donc ça à mettre en place entre aujourd'hui et demain, tu pensais à quelque chose comme ça? C'est-à-dire que si maintenant vous avez constitué un collectif quand même avec un certain nombre de collègues qui se sont identifiés, qui ne sont pas forcément d'ailleurs tous présents aujourd'hui et demain, c'est de travailler sur un document de travail qui puisse collectivement vous aider à voir où sont les forces vives en fait et sur quel grand champ thématique. Ouais, ok. Ben, je note, ouais, on va voir. Ce serait intéressant de mettre en place ça. Moi, j'avais une question pour Flavia qui a montré, je ne sais pas si elle est connectée ou si Arnaud est resté connecté aussi, qui a montré beaucoup de résultats sur les aspects biologiques avec les différents compartiments, mais est-ce qu'ils avaient une idée de regarder aussi comment tous ces compartiments
vont pouvoir se connecter avec la dynamique, donc depuis la dynamique hauturière et puis la dynamique estuarienne. Alors, oui, je suis là. Voilà. On va essayer parce qu'il y a aussi des groupes qui sont en train de travailler avec cette partie de la dynamique aussi des océans. Et on espère aussi faire cette connexion parce qu'il y avait les groupes de Abraços et aussi les groupes de Amazon Mix qui ont toutes ces parties et les propositions, c'est après travailler ensemble avec ça. Mais pour l'instant, on regarde surtout cette partie au niveau de distribuição vertical, parce que même du côté de mésopelágico, il y a beaucoup de différences de distribuição des espèces de poissons en termes de sur la thermocline ou bas, ou se fait de grandes migrations. Donc, pour l'instant, on fait que pour ça, mais aussi on a l'intention de ajouter tout après. Ok, il y a une question de Samy Swissi. Peut-être que vous pouvez prendre la parole pour Christophe. Oui, ouais, bonjour à tous. Oui, j'avais une question pour Christophe. Comment vous avez représenté les interactions entre le microplastique et l'ingestion dans un modèle lagrangien? Oui. Alors, en fait, cette partie-là, elle sera intégrée dans le modèle plutôt eulerien, donc c'est le modèle Pisquet. Donc, il y aura effectivement une paramétrisation à prendre, et c'est après seulement qu'on fera un diagnostic, en fait, de nouveau, hein, en fait, avec la dynamique lagrangienne, on peut resuivre les particules et on peut aussi les faire, en fait, voyager, en quelque sorte, ou en tout cas voir leur environnement et donc interagir avec les champs qui seront issus du modèle de biogéochimie. Oui, oui, le mécanisme, oui, de la taux de rencontre, ça, il n'y a pas de souci. Mais vous allez voir après dans ma présentation que quantifier l'impact sur un spectre de taille de plusieurs espèces de zooplancton, si je prends que les copépodes, par exemple, pour faire un zoom, c'est pas aussi évident que ça entre l'ingestion et l'impact. C'est-à-dire, est-ce que c'est une mortalité? C'est juste ça, comment c'est représenté. C'est-à-dire, plus il y a de plastique, on suppose qu'ils sont plus ingérés d'une façon proportionnelle. Du coup, il y a plus d'effet sur la mortalité ou comment c'est fait? Je ne sais pas si mes collègues sont connectés. Camille, est-ce que tu es connecté ou Thomas peut-être pourrait répondre? Je ne pense pas. Donc, effectivement, je pense que c'est pas du tout. C'est encore des questions qui restent assez ouvertes. Et justement, on a aussi besoin d'avoir l'intérêt d'aller vers vous aussi, peut-être parce que vous avez plus de retours ou de feedback sur ça, et ça sera intéressant d'interagir parce que moi, je n'ai pas la maîtrise en fait de ces aspects-là. Je suis vraiment dynamicien. Mais oui, tout à fait, ouais, je pense que c'est au cœur en fait du questionnement général qu'il y a autour de cette activité-là, et en particulier dans celle qu'on voudrait mettre dans les modèles de biogéochimie. Ouais. D'accord. Parce que si nous, par exemple, dans le labo ou in situ, on connaît à peu près les fonctions ou les paramétrisations, on pourrait anticiper par avoir des sorties ou des suggestions en fait, vers les modélisateurs. Ah, oui. Comme ça va après d'avoir des représentations, même si c'est simpliste, ça sera un peu réaliste par type de zoo, classe de taille ou selon le modèle Pisquet ou un autre. Hein. D'accord. Oui, très bien. Il faut voir qu'on mette ça au clair. Voilà, merci. Ok, merci. Alors, il y a une question pour moi dans le chat. C'est sur les systèmes automatisés de comptage de plastique. Alors là, il s'agit en l'occurrence d'un LDIR, qui signifie Laser Directed Infrared. Et donc, c'est une technique basée sur du laser et qui permet en fait de scanner des filtres. Donc, ces filtres-là ne sont pas très gros d'ailleurs, et donc mesurer. Donc, ça permet à la fois de mesurer la taille des particules, de compter les particules et d'identifier le type de polymère. Et donc, évidemment, on voit bien que ça, par exemple, c'est un frein assez important pour les mesures de plastique en général, puisque c'est souvent soumis à l'œil humain, et donc il se pose des questions de répétabilité, etc. Et voilà, donc ça, je pense que c'est une technologie que nous, on a ici depuis peu, et qui tend à se développer a priori, enfin en France en tout cas, au laboratoire EPOC, à Toulouse également, au JET à Toulouse. Donc, c'est quelque chose qui permet d'épargner beaucoup de temps, en tout cas. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Ouais, merci. Merci. Oui, Vincent, moi, si je peux aussi intervenir, ça m'a beaucoup intéressé de savoir qu'au milieu, vous aviez tous ces outils pour caractériser les microplastiques ou les plastiques en général, y compris les polymères, etc. Et ça sera extrêmement complémentaire si ici on est amené à développer des projets dans l'océan Indien, parce que les financements sont en train de se mettre en place, que ce soit à La Réunion, en interrégional ou même, et ça, notre collègue de Marbec qui vous en parlera, du programme Exploit de la communauté de l'océan Indien. Et en fait, on est toujours à la recherche, quand on veut développer ces projets-là au sud, d'avoir les outils et l'appui technologique pour caractériser les plastiques, les quantifier et aller jusqu'à l'étude du polymère et savoir toute la partie physico-chimique, en fait, avant d'aller voir autre chose. Donc, c'est bien de savoir qu'au milieu, il y a déjà tous ces outils, y compris avec l'Université de Toulon, si j'ai bien compris, qui est aussi une habituée des biopolymères et des biofilms. Je fais une parenthèse là-dessus. Il y a une des collègues de l'Université de Toulon, la spécialiste des biofilms bactériens, qui est arrivée maître de conf à Nouméa, à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Et donc, si jamais aussi on est amené à développer des projets dans la zone Pacifique, sur les aspects dont moi je porterai tout à l'heure l'écho, les microbes, etc., il faudra évidemment qu'on travaille en synergie avec vous et pour revenir à l'interdisciplinarité. Ça, c'est sûr. Ben oui, c'est quelque chose qui pourrait être très, très intéressant. Alors, enfin là, pour répondre rapidement, on est encore dans des phases de test, de développement, voire les limites, parce qu'évidemment, ce n'est pas magique non plus. Hein, je veux dire, il y a beaucoup de limitations qu'il faut qu'on identifie. Et ensuite, je pense que j'imagine à partir de 2022, c'est un instrument qui sera plus disponible et justement avec lequel on pourra faire beaucoup d'analyses. Voilà, c'est bien de le savoir. Et si ta petite présentation aussi, elle est bien faite, parce que pour caractériser les différents compartiments, niveau des particules, etc., j'espère que tu la mettras en ligne, comme ça on aura au moins ça quelque part. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est qu'on parle beaucoup de nano, mais il y a par contre très peu, et nous, on ne le fait pas du tout, hein, mais il y a un gros gap sur les nanoplastiques. Il y a quelques personnes quand même qui travaillent sur ça en France, au CNRS en particulier, mais c'est le gros gap pour l'instant au niveau analytique, c'est les nanoplastiques. On sait mesurer des nanoparticules, on sait mesurer des plastiques, mais on ne sait pas faire les deux en même temps. Donc voilà. Merci. Alors, je regarde le chat un petit peu. Il y a Hoy de l'Université de Hanoï qui a une question pour Boris. Hoy, tu veux prendre la parole, peut-être? Deuxième question, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bien? Oui, très bien. Oui, deuxième question pour Boris, parce que j'ai vu votre recherche sur la modélisation des plastiques. Mais est-ce que vous avez des modèles pour modéliser les flux de plastique dans les rivières ou dans les lacs aussi, par exemple? En fait, les projets en cours actuellement, on n'est pas encore à ces échelles-là. Donc, les configurations, on arrive à des résolutions de 300 mètres de résolution, mais elles ne sont pas faites initialement pour aller aborder les embouchures de fleuves. Mais voilà, on a les outils pour le faire. Donc, maintenant, on est tiré par ça. Donc, il faut juste qu'on trouve le cadre. Donc, pour le Chili, il y a effectivement l'embouchure du Biobio qui semble être une source assez importante justement des plastiques vers l'île de Pâques, puisque c'est dans la région source de la contamination. Mais voilà, bon, pour répondre à la question, non, on n'est pas à ces échelles-là encore. Mais voilà. D'accord, ok, merci. C'est okay. bon? Oui. Je passe des questions. J'avais une question. Qu'est-ce qui manque pour évaluer la troisième composante verticale pour modéliser cette troisième composante? Est-ce qu'il manque des données chimiques? Est-ce qu'il manque en fait, je regarde par exemple les exercices de modélisation. On sent bien qu'à chaque fois, il y a un problème sur le thinking, quoi. C'est des facteurs un peu arbitraires qui sont pris en compte, etc. Et en fait, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin avec des manips en laboratoire pour essayer d'évaluer l'augmentation de la densité
des agglomérats, par exemple, etc. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à ça. Tu veux dire au niveau observation ou au niveau modèle? Au niveau modèle, Ah. enfin, par exemple, sur la Méditerranée, j'ai vu qu'on prenait en compte, par exemple, 1% par jour de sinking de la masse de plastique. Et est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut être amélioré? Certainement que oui. Et qu'est-ce qui manquerait pour ça? Mais il me semble que dans le cadre du GDR plastique, il y a des gens qui travaillent là-dessus. En tout cas, moi, je pense qu'il y a une équipe à l'Université de Toulouse qui fait des expériences de bassin, justement, pour regarder ce genre de choses. Donc, à vérifier, mais il me semble qu'il y a des équipes dans le GDR qui s'intéressent à ça, justement. D'accord. Et au niveau de la modélisation plus grande échelle, donc un peu ce que Christophe a présenté ou ce que j'ai présenté, donc se pose effectivement la question. Donc souvent on prend des particules qui sont neutres au niveau flottaison. Donc en gros, leur migration verticale dépend du mélange vertical que le modèle simule. Donc c'est une représentation assez simpliste. Et une étape peut-être intermédiaire pour affiner ça, c'est justement le couplage avec la biologie pour essayer de voir si les particules peuvent acquérir une flottabilité en fonction de leur biofouling. Ça pourrait être ce genre d'approche intermédiaire. Si je peux me permettre une remarque, c'est Marine Herman du Lagos. Il y a une jeune doctorante qui termine sa thèse qu'elle a fait entre le CEFREM et le Lagos, justement sur la Méditerranée. Alors, je ne pourrais pas dire exactement tout ce qu'il y a dans sa thèse, mais elle soutient vendredi, ça sera par vidéo. Elle s'est beaucoup penchée sur ces questions-là, justement, de prise en compte des processus à la fois, vraiment sur le biofouling, les choses comme ça, sur la physique du plastique dans la modélisation. Je pourrais vous envoyer son lien de soutenance de thèse ça sera par visio. Ah ben ouais, volontiers. Ok. Il y a Ibrahima qui a une question là. Ibrahima, tu nous entends? Tu veux poser une question? Oui, Christophe, je vous entends. Vous m'entendez? Vas-y, vas-y. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde et merci Christophe pour l'occasion que vous nous donnez. Bon, ce n'était pas une question, mais juste, je voulais intervenir aussi, présenter un peu mon sujet de thèse, si vous me permettez aussi. Actuellement, nous cherchons une collaboration, si possible aussi. Ah, alors, ça ne sera pas trop long, juste moins 10 minutes même, je dirais. En quelques minutes, alors, on t'écoute. Oui, vous savez, ici au Sénégal, actuellement, la pollution de l'eau marine est principalement causée par des rejets d'eau usée, souvent sans traitement, et de toutes sortes de déchets solides, notamment plastiques. À cela viennent s'ajouter les risques liés à l'exploitation au pétrole offshore sur la côte sud du Sénégal. En effet, ici au Sénégal, on a découvert récemment des plateformes pétrolières. Et actuellement, je suis étudiant en deuxième année de thèse de continuité entre Sorbonne Université et Dakar, ici à Dakar même. Mon sujet de thèse porte sur la modélisation des interactions entre polluants et variabilité environnementale, impact sur les ressources halieutiques dans la zone sud du Sénégal. Et ce que nous comptons faire dans notre projet, c'est de développer une méthodologie, un couplage de plusieurs modèles pour quantifier l'impact des polluants, notamment microplastiques, sur les ressources halieutiques. A priori, un modèle qui permettrait de produire des indices d'exposition de lithoplancton aux différents types de polluants, les plastiques notamment, selon les lieux et la période de ponte. Et actuellement, nous avons à notre disposition un filet mental qui nous permettrait de mieux confronter nos résultats de modélisation. Et nous cherchons une collaboration, si vous êtes intéressant, une collaboration pour le traitement l'analyse des échantillons des microplastiques mesurés. Ok, très bien, merci Ibrahima. Donc, je ne sais pas, peut-être que après la discussion, l'exposé d'après en parlera un petit peu aussi, mais effectivement, je sais que ton travail de thèse s'inscrit aussi dans cet effort de modélisation à l'échelle régionale.
Et donc, tu as vu, il y a sûrement des liens à faire avec des gens dans différentes équipes et différents laboratoires de nos labos qui peuvent travailler sur ce sujet, quoi. Merci, Christophe. Est-ce que il y a d'autres questions éventuellement? On va peut-être avancer, sinon, ça permettra de garder un peu de temps pour la deuxième discussion, où donc, je rappelle simplement pour ceux qui sont arrivés entre-temps qu'en dernière partie de la journée, donc j'aurai une petite vidéo d'un collectif d'étudiants des îles Fidji à vous montrer. Ok, ben en avant, ouais, peut-être. D'accord. Donc, c'est Yann ou Tim qui présente l'exposé d'après? Ouais, je veux bien m'y coller. Vous m'entendez? On t'entend, Yann. Ok. Donc, moi, ça va être bon, relativement rapide, relativement simple aussi. Je vais parler d'un petit projet. Alors, c'est vraiment un tout petit projet. C'était plus pour faire savoir qu'il existait. Il pourra donner éventuellement l'occasion de raccrocher, de se raccrocher à d'autres projets. En fait, c'est un tout petit projet qui partait d'un constat que vous connaissez, qu'on connaît tous évidemment. C'est le fait que les plages ici au Sénégal sont jonchées de plastique énormément. Et la question, c'est tout bête, c'est combien il y a de plastique sur ces plages. Alors en fait, on s'est intéressé, enfin moi ce que j'aimerais bien, en me posant la question comme ça et en discutant avec d'autres, on se rend compte que même un ordre de grandeur, on ne l'a pas, quoi. On ne sait même pas en quoi ça peut se compter, en quelle unité ça peut se compter. C'est ça un petit peu l'objet du projet, c'est un peu de se donner comme challenge de compter combien il y a de plastique en masse sur toute la grande côte du Sénégal. Donc ça fait 170 km de plage. Donc ce n'est pas une mince affaire de compter sur une surface aussi grande. Et donc l'idée là, c'est d'essayer de trouver une méthode portable, facile, une méthode robuste et qui puisse être facilement utilisée à d'autres endroits du globe, quoi. Donc très rapidement, bon, j'avais éventuellement des trucs à montrer, mais c'était pas grand-chose en fait, c'est pas si intéressant que ça. Mais l'idée c'est de faire des quadras, mais des quadras photographiques en fait, et d'analyser ensuite d'analyser ces images par informatique pour essayer d'extraire en fait une estimation de la quantité de pixels représentés par du plastique et de faire ensuite tout simplement une calibration avec des quadras mesurés de façon à transformer cette quantité de plastique en masse. Donc, il y a un certain nombre de tests qui ont été faits. C'est un projet, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un projet qui a été, c'est vraiment un projet du dimanche, hein, c'est vraiment un truc comme ça, mais qui a été monté avec aussi des classes de lycée, hein, sur une idée de sciences participatives avec des lycéens, ici sur Dakar. Et en fait, très exactement un an avant, on était dimanche, si ma mémoire est bonne, et en fait, je devais aller sur le terrain avec les étudiants le lendemain, et c'est là où le Sénégal est rentré en confinement. Et donc, tout s'est arrêté à ce moment-là. On espère pouvoir le refaire, le reprendre dans les mois qui viennent. Voilà. Donc, c'est l'idée. Alors, l'idée, c'est d'aller jusqu'à une taille d'environ 5 mm. Et j'avais pensé éventuellement faire de l'échantillonnage aussi, de garder d'une part les échantillons plastiques pour si les gens veulent travailler sur les aspects chimiques de ces plastiques, et puis d'autre part éventuellement garder des prélèvements de sable aux endroits où on fera nos quadras bien échantillonnés,
pour éventuellement essayer de regarder un peu les relations avec le microplastique, voir s'il y a des corrélations entre les deux. Voilà, ça se fera dans la couche des 10 premiers centimètres de sable. Voilà en gros. Je ne sais pas si Tim, tu veux rajouter quelque chose. Oui, non, juste pour compléter, il y a, par rapport au sujet de thèse de Ibrahima Siddiqui qui vient de se présenter avant, lui, il travaille avec des modèles physiques, donc il fait de la détection des plastiques depuis les différentes sources au Sénégal. Et donc, il a aussi des prévisions de zones d'échouage, bien qu'on travaille avec un modèle avec une résolution de 2 km, donc on n'est pas bien sûr que ça puisse être corrélé avec de la réalité ou pas, mais en tout cas, ça nous fait des prédictions de zones d'échouage. Et donc, l'idée aussi, c'était un peu peut-être un des trucs qu'on pourrait faire, c'est de croiser justement ces zones d'échouage prévues par Siddiqui avec la distribution sur les plages de plastique qu'on pourra obtenir par la méthode dont vient de parler Yann. Donc voilà, ça c'est un peu la façon dont les sujets se fusionnent. Ok. Est-ce que du coup, quelqu'un a une question? J'avais une question pour votre projet là. J'en profite peut-être pendant que les gens réfléchissent. Tu veux faire en fait des visions, parce qu'il y a beaucoup d'activités dans la littérature sur ce qu'on peut faire ou déduire des images de drones avec des techniques avancées de traitement de par derrière, ou est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus avec je veux dire en fait des procédures ou des protocoles de mesure le long des plages? Et notamment, j'ai vu qu'il y avait des collègues du CEDRE qui sont connectés, donc c'est peut-être vers eux qu'il faut aller aussi pour voir un petit peu ce qui existe en termes de protocoles. Ouais, alors la question du drone s'était posée aussi. Et en fait, en faisant des essais, moi, ce que je voudrais, c'est vraiment aller… enfin, c'est suite à un constat, en fait, en regardant comme ça la taille des particules échouées sur le sable, on se rend compte qu'en fait, énormément de particules sont très petites, en fait. Et donc, quelques essais qu'on a faits font que c'est pas… Enfin, rendent le drone assez inopérant pour regarder des particules aussi petites. Ce sera bien pour des grosses masses de plastique, la laisse de mer ou des choses comme ça, mais pour des tout petits plastiques, ce sera pas… Enfin, c'est pas complètement impossible, hein, évidemment, mais c'est pas si facile. Le drone ayant une autonomie de 15 minutes, à moins d'être copain avec la NASA, on pourra pas, moi je pourrais pas a priori utiliser de drone, en tout cas pour aller aussi petit. Donc ça se fera a priori à 2 mètres du sol par transect de voiture en fait. C'était ça l'idée. Mais en effet, ouais, ce serait bien de… C'était le but de la participation ici, c'est juste donner des infos et puis voir à quoi on peut se raccrocher, pourquoi pas. Oui, tout à fait. Je pense que c'est bien l'objectif. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement pour ce qui pourrait toucher autour du Sénégal, des activités, ou est-ce que du coup on va pouvoir avancer et peut-être raccorder donc sur les moi je voulais juste rajouter, si des gens sont intéressés pour éventuellement récupérer des échantillons justement de ça pour travailler sur vraiment le tout petit microplastique qui sera pas visible par les images, n'hésitez pas à le faire savoir, parce que pour l'instant, l'idée de le garder, c'est vraiment juste au cas où ça sert à quelqu'un. Et a priori, c'est pas, enfin, moi en tout cas de mon côté, c'est pas mon but d'analyser ces données-là. Donc je pensais récolter des échantillons, mais pour d'autres. Donc s'il y a des gens que ça intéresse d'entrer, très bien, faites-le savoir. Sinon, bon, je ne vais peut-être pas m'encombrer mon garage avec des centaines de fioles de sable pour rien, quoi. Ok, merci Yann. Merci aussi à Tim et puis à Ibrahima. On va pouvoir avancer donc tranquillement. On est plutôt en avance finalement. Donc vous pourrez aussi ne pas hésiter à interagir.
Philippe, est-ce que tu veux prendre l'écran, partager l'écran avec une présentation? Hello, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Normalement, c'est affiché en grand. Les plastiques Côte d'Ivoire, Plasticost. Donc, c'est une étude de cas d'activité en cours depuis récemment et en projet, évidemment, forcément récemment. Donc, trois étapes, le contexte, en cours, en projet. Je m'exprime au nom d'un collectif. Moi, je suis Philippe Seki de Marbec. Dans ce collectif, il y a des collègues du CRO, Centre de recherche océanologique d'Abidjan, de l'Université Nangui à Bourgois et à Abidjan toujours, et de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Donc, le contexte, il est en fait extrêmement simple à décrire. En 1904, la ville d'Abidjan n'existait pas. Ce n'est pas compliqué. Il y avait 50 habitants à peu près, dont 6 blancs. C'est ce qui a marqué sur le recensement. En 1954, il y avait 125 000 habitants. En 1954, c'est quelques années, 4 ans précisément, après l'ouverture du canal de Vrédy. C'est ce qu'on voit sur la petite slide en bas à gauche, qui a marqué, ça a été le catalyseur d'une formidable explosion démographique, agro-industrielle, commerciale. Aujourd'hui, on est aux alentours de 5 millions d'habitants. On prévoit de l'ordre de 8 millions d'habitants d'ici 2030. Explosion démographique, agro-industrielle, commerciale, des infrastructures inadaptées et ou insuffisantes, et donc tout un tas d'externalités négatives liées à l'eutrophisation, aux pollutions, aux contaminations, qui ont été bien décrites par la synthèse Lagune Côte d'Ivoire de Durand et collègues en 1994. L'idée, moi, en 2017, quand je suis parti en Côte d'Ivoire, c'était de procéder à une sorte d'actualisation d'état des lieux des lagunes ivoiriennes, sauf qu'on est tombé sur une réalité qui n'était pas du tout celle qu'on pensait trouver. C'est des illustrations dramatiques de ce qu'on trouve dans certaines baies très confinées d'Abidjan. Celle du bas nous a profondément traumatisés. Tous ces hérons en train de flotter sur ces débris, enfin, ouais, ça nous a vraiment traumatisés. D'autant qu'on sait pertinemment, en tout cas pour ce qui relève des charges plastiques lagunaires à Abidjan, qu'elles sont strictement ou quasi strictement d'origine continentale, comme on le voit là. Et dans un contexte où, tout le monde le sait, eh bien, en l'occurrence, on ne sait pas grand-chose en Afrique de l'Ouest, à part un papier de 2019 qui traite du ciné Saloum, il n'y a strictement rien, une énorme carence. Donc du coup, on a orienté, quand je dis on, c'est toujours le collectif dont je parlais tout à l'heure, on a décidé de s'investir dans 3 directions différentes en lien avec ces plastiques. Les macroplastiques, plutôt du côté plastisphère, les microplastiques, plutôt du côté de la séquestration dans les sédiments. On avait aussi imaginé travailler sur les petits plastiques, microplastiques, proies potentielles, cocktails chimiques, etc. Mais ça, on n'a pas réussi à l'initier à ce jour. Les projets en cours, le premier, démarré en 2019, il s'agissait en fait de tenter de développer une méthode sobre, c'est-à-dire pas chère, et vertueuse, c'est-à-dire pas toxique, pour l'extraction des microplastiques des sédiments. Donc là, il y a tout l'arsenal qu'on peut mettre en œuvre pour préparer des filtres, ça a été déjà évoqué. C'est un travail qui est en cours, qui, comme Yann vient de le dire, a été lourdement impacté par les interdictions liées à la pandémie l'an dernier, donc ça a été un petit peu un stand-by. Quoi qu'il en soit, les données originales du travail en cours, c'est ce qui est en rouge en dessous, montrent, ou en tout cas semblent indiquer que les charges en microplastique dans les sédiments des lagunes les plus confinées de la lagune ébriée à Abidjan sont astronomiques tout simplement. Le deuxième projet qu'on a initié a été soutenu lui par la Kimsey & Coast de l'Université de Montpellier, de Muse. C'était mieux doté, 18 000 €. Ça s'appelait Pathoplast. Question simple, les plastiques favorisent-ils la prolifération des pathogènes de l'homme en milieu lagunaire tropical urbanisé? Donc là, on a utilisé des systèmes expérimentaux, c'est des bouteilles ouvertes, semi-ouvertes, semi-fermées, etc., qu'on a laissé se faire coloniser pendant un certain temps, 30 jours, 15 jours, 30 jours, dans 2 sites contrastés. On l'a fait à 3 saisons différentes. On a mesuré tout ce qu'on pouvait mesurer de paramètres abiotiques et biotiques. Et le but du jeu, c'était de rechercher les bactéries pathogènes en fait, dans ces biocides. Comme je disais, c'est un travail en cours. Tout ce qui relève de la caractérisation des sites où on a travaillé, ça s'est fait, c'est les trophiques régimes qui sont en haut gauche. Ce qui est surtout en cours, c'est l'analyse de la diversité microbienne. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire est devenu l'institut référent pour le Covid. Autrement dit, tout s'est arrêté et on essaye de redémarrer actuellement. Je devrais être à Abidjan actuellement, mais Covid bis, je n'ai pas pu partir. On a réussi à formaliser nos idées au travers d'un petit papier qui est sorti en 2020
Et on garde en tête, c'est ce que j'ai voulu marquer en bas à droite, les perspectives AMR, c'est-à-dire antimicrobial resistance, parce que ces biofilms, ces plastifères, on le sait, constituent a priori un écosystème totalement favorable à la prolifération et à la diffusion des gènes de résistance. Enfin, projet de projet, qui s'appelle Impala, impact des plastiques d'Abidjan sur le littoral adjacent. Ça va rejoindre des choses qui ont été présentées précédemment. On l'a dit, hein, c'est 200 tonnes par jour, grosso modo, qui tombent directement de la ville, du grand district d'Abidjan, directement en lagune. La particularité de cette lagune, c'est le canal de Vridi dont on parlait tout à l'heure, pérenne désormais, c'est la seule connexion, ce canal, entre la lagune, où tout se déverse, et l'océan, qui est marqué à cet endroit-là par une dérive plutôt vers l'est, vers le Ghana. Et le devenir de ces déchets pose question. L'accumulation dans les baies confinées, on l'a déjà vu, l'exportation via Vridi vers l'océan, puis la dérive et les échouements. Le projet, on le positionne dans une posture de gouvernance territoriale. Pourquoi? Parce que Abidjan entend et investit beaucoup pour devenir une ville durable. Mais diable, comment une ville peut-elle être durable si elle est pathogène pour son environnement? Et il y a par ailleurs ce qui s'appelle en Côte d'Ivoire la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, qui se concrétise par des investissements astronomiques pour le développement du tourisme dans certaines stations balnéaires. On en a l'exemple ici, Coconuts Village, c'est à Grand Bassam, à 20 km, où là on a un joli mélange de plastique et de sargasses, ce qui peut donner aussi des idées pour la modélisation et le futur. L'approche, elle est extrêmement classique et simple, en fait, pragmatique, je dirais. Drivers, croissance urbaine, les pressions, c'est les déchets urbains, la dérive littorale. On quantifie la contamination, c'est les états. On mesure des impacts halieutiques, sanitaires, socio-économiques, et on regarde du côté des réponses en termes justement de gouvernance territoriale et voir comment elles peuvent influer ces réponses sur les pressions, les états et les impacts. Le contexte géographique, on y est, hein, la Côte d'Ivoire. On voit bien ce grand district d'Abidjan qui ne va pas tout à fait jusqu'à Assini, mais presque. Et l'idée, c'est d'avoir une série de compartiments qui sont échantillonnés, de la colonne d'eau, des poissons, des plages. Organiser ce projet pour l'instant dans sa conceptualisation en 5 work packages, mesurer les flux, qu'est-ce qui transite véritablement par le canal de Vridi, mesurer la gestion, les petits pélagiques et les thons, revenir à cette question de plastique et pathogène de nouveau avec l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Là, ce serait aussi sur les microplastiques des plages, développer un modèle de circulation et des échouements en faisant participer les professionnels qui sont les premiers à pleurer de la pollution de leur plage, qui est quand même leur gagne-pain. Et donc, cette gouvernance territoriale, post-doc, animation réflexive, qui aurait pour objectif de lier toutes ces informations, de les porter à connaissance des décideurs et organisateurs. Donc, les produits attendus, quantification, opérationnalité, trouver des solutions et se dire, on l'a vu tout à l'heure à propos de la carte où on voyait les densités de population et les zones de rejet d'échouement, faire d'Abidjan une vitrine manipulable de tout le nord du golfe de Guinée, parce que là, il y a une géographie où, en termes de concentration de population, dans des schémas de gouvernance qui sont extrêmement délités, on va dire, en gros, tout part à la mer. Il y a vraiment des enseignements à tirer et à apporter. Les communautés de savoir, puisque c'est ainsi qu'il faut dire maintenant, littoral, océan, ville durable, One Health. Et puis voilà ce que nous essayons de faire en Côte d'Ivoire. Et je vous remercie beaucoup. Super, merci Philippe. Comme il y a un petit peu de temps, j'ai une petite question. Tu dis tout part à la mer. J'imagine que ça ne doit pas être tout à fait vrai parce que comment est fait le retraitement des déchets dans la ville? Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas des feux? Est-ce que les gens ne brûlent pas pour se débarrasser de leurs déchets qui finalement donneraient une source atmosphérique non négligeable? Il y a plusieurs études dans le monde maintenant qui s'intéressent à ça. C'est aussi une des problématiques de l'Indonésie. Hein. Là, en l'occurrence, pour le peu que j'en sais, parce qu'on n'a pas véritablement travaillé sur cette question-là, même s'il y a par exemple, les 200 tonnes par jour qui tomberaient quotidiennement en lagune, c'est un bureau d'études qui a fait ce travail-là. Ils ne se sont pas intéressés à la décharge sauvage. Ce que je voulais dire, c'est qu'à Abidjan, il y a peu de probabilité pour qu'il y ait des grands feux qui massivement traitent, entre guillemets, ces déchets qui ne seraient pas ramassés. En revanche, tous nos petits amis qui sont sur les plages, eux, ils ont 2 stratégies. Moi, je suis restaurateur, j'envoie mes gars balayer la plage. Option 1, je fais un trou, la prochaine marée va tout enlever et puis ça va revenir. Option 2, effectivement, je brûle.
Mais quand je dis que l'essentiel de la contamination lagunaire à Abidjan provient à fort tonnage quotidiennement de déchets non traités, non ramassés, que les gens en fait balancent dans les bas-fonds qui traversent la ville, et c'est quand même une zone à pluviométrie généreuse, tout ça descend quotidiennement en lagune. Enfin, franchement, on le voit, hein, hélas. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que les mesures que tu indiquais dans le canal, est-ce qu'ils ont été plus loin que simplement mesurer le flux? Est-ce qu'ils ont essayé de regarder, je ne sais pas, par exemple, le type de plastique? On ne l'a pas fait encore. Ça, c'est vraiment, on ne l'a pas encore fait. Ça, c'est un projet, c'est extrêmement compliqué parce que le canal, c'est 100 000 mètres cubes jour qui sont échangés et ce n'est pas du tout facile à mesurer. Si, mesurer des flux d'eau, ça c'est facile. Par contre, mesurer des flux de plastique dans toute la colonne d'eau du canal, c'est de l'océano quasiment. Et d'une part, on n'est pas équipé en Côte d'Ivoire pour faire ça. Et d'autre part, les collègues océanologues, ils s'interrogent un peu pour savoir comment le faire. Mais oui, dans l'idée, c'est bien prévu. Du micro et du macro. Qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort? Après, je rajouterai, du point de vue circulation, j'ai dit que la dérive dominante, elle était vers l'est. En fait, ce n'est pas totalement vrai. C'est la dérive dominante de l'eau de surface pendant 80% du temps de l'année. Maintenant, si on descend à 20-30 mètres de profondeur, il y a un contre-courant qui, lui, circule dans l'autre sens et qui, pourquoi pas, serait tout à fait en mesure de ramener une partie de tout ce qui va buter contre le fond du golfe de Guinée côté Cameroun vers le Ghana, vers la Côte d'Ivoire et tout ça. Mais ça, on n'en sait pas grand-chose. Attends, pardon. Il y a une question de Léa Cabrol. Oui. Et après, la question de Philippe après. Vas-y. Oui, bonjour, c'était juste une question par rapport à la collaboration avec l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Vous avez plutôt de l'intérêt sur les pathogènes, sur les micro-organismes pathogènes, et je voulais savoir s'il y avait d'autres questions en microbio qui étaient explorées. Par exemple, une question super importante pour les microplastiques qui est la contribution des micro-organismes à la dégradation des microplastiques. Non. Voilà, je sais pas si vous en avez aussi, vous avez des projets aussi là-dessus en ce moment? Non, c'est une très bonne remarque. Non, là, on a ce qu'on a essayé de faire pendant toute la phase d'échantillonnage qui s'est déroulée en 2019, et donc tous les échantillons sont loin d'être traités, de multiplier en réalité le nombre d'échantillons à potentiel utilisable. Ça signifie que chaque fois qu'on a traité du sédiment, un échantillon de sédiment, en réalité, c'est 5 duplicats. Tout ça est gentiment conservé à moins 80, voire dans l'azote de l'Institut Pasteur. Et on attend les opportunités, on attend aussi les compétences. Là, il y a un jeune microbiologiste qui vient d'être recruté à l'Université Nangui-Abourgois, qui, lui, serait plus intéressé par les questions de dégradation, véritablement, des microplastiques. Donc, voilà, on essaye de trouver les voies et moyens pour équiper les Oui. Oui, le genre de réunion comme aujourd'hui, en fait, est super importante pour ça, pour faire naître, parce que comme tu dis, une fois qu'on a des échantillons, une fois qu'on a même des informations de séquençage ou d'informations de diversité de la communauté microbienne, chacun peut aller aussi piocher l'information nécessaire et en collaboration. C'est un peu ce que disait Yann tout à l'heure. Lui, il conserve des fioles dans son garage. Nous, on conserve des Eppendorf et des Falcon. Oui, bien sûr. Merci. Et c'est évidemment l'idée. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire juste aussi pour... donc, Vincent l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure dans sa présentation, mais c'est ce qu'on essaye de faire aussi au Chili, justement sur des projets qui n'étaient pas au départ orientés microplastique, mais de venir collaborer et coopérer là-dessus en essayant d'apporter la composante microbienne, écologie microbienne, chercher ces micro-organismes-là. Voilà, c'est pour ça qu'après, malgré tout, moi, je me suis rendu compte aux premiers échanges avec les collègues travaillant sur les plastiques, il y a quand même une grande partie de nos collègues
qui n'avaient pas imaginé que les plastiques étaient finalement une matière, on va dire, peut-être vivante, avec tous ces micro-organismes qui sont attachés. Donc tout à l'heure, je ferai un petit topo juste bibliographique d'actualité pour rappeler un petit peu ou préciser ce qu'on entend par tout ce qui tourne autour de la vie microbiologique, parce que les gens, nos collègues n'ont pas forcément l'idée des approches. Mais pour rebondir sur ce que fait Philippe, donc nous, en fait, on va démarrer aussi les mêmes approches dans l'océan Indien, cette fois-ci d'ailleurs avec ton collègue Thierry Bouvier, il va tout à l'heure, s'il est en ligne, présentera le programme Exploit. Alors, plus tourné vers, cette fois-ci, on va dire, le souci environnemental au regard du récif, et puis de l'écosystème récifal, et donc de la vie qui est liée. Mais la pollution plastique, ce qu'elle apporte à travers, bien sûr, les microbes pathogènes, à travers les multirésistants. Et là, donc, il y a déjà des collaborations ici qu'on va essayer de mettre en place. Alors, on n'a pas l'Institut Pasteur à La Réunion, parce qu'il est à Madagascar, mais on va travailler avec l'UMR PIMIT, donc du département santé, qui a les mêmes outils, les mêmes approches, et qui a déjà étudié un petit peu notamment les microbes multirésistants aux agents antimicrobiens à la sortie des stations d'épuration dans le lagon de La Réunion. Et on va essayer de développer un projet plus orienté vers les plastiques. Donc, je pense qu'il y a des synergies, autant dans les approches, la méthodo et tout ça, que ce genre de réunions, comme on est en train de faire aujourd'hui, peuvent bien mettre en synergie à travers les échanges inter-UMR. Voilà. En tout cas, à Mada, à l'Institut Pasteur, il y a un gars qui s'appelle Azim et qui ne demanderait que cela, de participer à ce que vous êtes en train de démarrer. Ok, très bien. Merci à tous de votre attention et de vos questions. Merci Philippe. C'est très plaisant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des gens veulent faire des commentaires? Il n'y a pas forcément que des questions à poser. On peut aussi faire des commentaires ou donner des informations par rapport à d'autres projets. Ici, Margot Thibault de l'UMR Entropie, Université de La Réunion. Vas-y Margot. Bonjour à tous, merci. Du coup, c'est plutôt peut-être un commentaire, un conseil pour Philippe Secchi, qui concerne tout ce qui est la pollution marine dans les milieux lagunaires. En fait, je porte un projet, mais je présenterai demain, sur la pollution marine sur les côtes à Madagascar. Et puis, on a une partie un peu sur les rivières. Et en fait, donc c'est un projet international qui comprend 7 pays et on a tous à peu près le même protocole. Et justement, pour la partie des rivières, en fait, on utilise un filet qu'on met juste au-dessus d'un pont et en fait, on collecte les macroplastiques. Voilà. Donc, je ne sais pas si la quantité qu'il y a à Abidjan, je ne connais pas du tout, mais c'est vrai qu'en fonction des sites, le protocole est différent. Voilà. Ouais, merci, j'entends bien. On y a pensé, enfin, c'est pas, on fait plus qu'y penser. On essaye de s'associer avec les collègues hydrologues qui cherchent à quantifier toute la flotte qui transite, en fait, celle qui tombe et surtout celle qui ruisselle dans la ville, parce qu'il y a des problèmes récurrents d'inondation, de destruction d'habitat, etc., etc. Donc, il y a une vraie problématique autour des inondations à Abidjan. Donc, ces gens-là mesurent, ils mesurent tout un tas de choses et pourquoi pas du plastique. Mais on n'a pas encore réussi à franchir le pas, ou en tout cas, eux n'ont pas encore franchi le pas pour aller un petit peu plus loin dans ces quantifications des sources, précisément. Merci. Oui, très bien. Donc, si plus personne n'a de commentaires, on va